Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Zima et Léo Peria-Peigné, qui ont publié en février une étude intitulée « Pologne, première armée d'Europe en 2035, point d'interrogation, perspectives et limites d'un réarmement ». Amélie Zima et Léo Peria-Peigné sont tous deux chercheurs au Centre des études de sécurité de l'IFRI, où ils s'occupent respectivement des problématiques de sécurité européenne et transatlantique et des sujets liés à l'armement. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour. Bonjour. Commençons par une question très générale pour vous sans doute, Amélie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter quelques données de base sur la Pologne, sa situation géographique, en particulier la taille de ses frontières, sa démographie, qui est importante quand on cherche à construire une armée plus volumineuse, son dynamisme économique, etc. Alors, la Pologne, c'est un pays de plaine qui est placé entre l'Allemagne, donc d'un côté le Bélarus, Kaliningrad et la Lituanie de l'autre, avec aussi une frontière commune avec la Russie, une autre avec la Slovaquie et avec la République tchèque. Et donc, c'est un pays qui est coincé entre des voisins qui ont, par le passé, plusieurs fois causé sa ruine, hein, l'Allemagne, justement, et la Russie de l'autre. Et donc, c'est une position géographique qui n'est pas du tout un atout. Et tout l'enjeu pour la Pologne aussi, c'est d'essayer de transformer cette position géographique qui n'est pas un atout en quelque chose de bénéfique, en devenant plutôt une sorte de pivot, une sorte d'axe régional, plutôt qu'un pays qui peut se faire traverser sans le vouloir. Alors, une population qui compte 36,7 millions d'habitants, ce qui en fait un poids lourd en Europe centrale, évidemment, mais il faut noter aussi que la démographie est en berne en Pologne. On est à 1,26 enfants par femme, ce qui est fort peu, et ce qui a des conséquences, évidemment, sur cette politique de réarmement, et on y viendra. Économie, c'est un pays qui est économiquement extrêmement dynamique. C'est la 6e économie de l'Union européenne. C'est un pays qui connaît en gros une très forte croissance économique depuis les années 2000, mais qui est en croissance en fait depuis les années 90, depuis en gros la chute du mur. Et c'est un pays qui ne connaît pas en fait la récession. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu la crise financière de 2008, la Pologne n'a pas connu la récession. La seule récession que la Pologne a connue récemment, c'est pendant la crise du Covid, donc en 2020. Et donc, c'est une économie dynamique qui a bénéficié de l'implantation de beaucoup de multinationales européennes, internationales. Et c'est aussi une économie dynamique parce qu'elle a bénéficié d'énormément de fonds structurels européens qui ont permis son développement, que ce soit notamment dans les transports ou dans la recherche, tout ça. Donc, vraiment, l'adhésion à l'Union européenne a vraiment boosté l'économie polonaise. Et puis, ce qui a fait aussi que la Pologne est un pays en fait qui est très europhile. La population polonaise, quand on voit des eurobaromètres, on peut être à plus de 80% d'opinion favorable pour l'UE. Donc, une des populations les plus europhiles d'Europe. Et pour finir, on a eu des élections législatives à l'automne dernier qui ont entraîné la formation d'un gouvernement emmené par Donald Tusk. Donald Tusk qui a déjà été Premier ministre en Pologne de 2007 à 2014, qui ensuite a été président du Conseil européen, qui donc là revient au pouvoir à la tête d'une très vaste coalition qui comporte des sociodémocrates, des agrariens, des chrétiens-démocrates, des libéraux. Très vaste coalition qui a donc pour objet de restaurer l'état de droit en Pologne. C'est vraiment ce qui lie cet assemblage qui peut sembler hétéroclite vu de France, mais qui a vraiment cet objectif de restaurer l'état de droit. Oui, restaurer de l'état de droit, parce qu'avant on parlait d'un régime illibéral, de démocratie illibérale avec le PiS, mais on y reviendra sûrement. Peut-être un peu d'histoire aussi. Alors, on ne va pas faire la longue histoire de la Pologne parce que ce podcast dure habituellement une demi-heure et il faudrait probablement plusieurs heures pour le faire. Mais peut-être un mot quand même sur l'après-guerre froide. C'est un pays qui faisait partie du pacte de Varsovie, Varsovie étant la capitale de la Pologne évidemment, et puis qui, moins de 10 ans après la fin de la guerre froide, était membre de l'OTAN et qui, au début des années 2000, a participé aux coalitions en Afghanistan et en Irak, qui s'est donc beaucoup rapproché des États-Unis. Est-ce qu'il serait exagéré de dire que, dans le fond, Varsovie a de plus en plus misé sur Washington pour garantir sa sécurité ?
Alors, pas nécessairement de plus en plus, mais dès le début, en fait. Et vous avez raison de le souligner, effectivement, la Pologne connaît une transformation absolument incroyable parce que le pacte de Varsovie, il est dissous en 1991 et dès 99, en fait, la Pologne est déjà dans l'OTAN. Donc il se passe même pas 10 ans pour accomplir un changement qui est, énorme puisqu'il s'agit de transformer totalement la structure de l'armée. Il y a aussi évidemment le matériel qu'il faut transformer, mais ça on verra, plus tard parce que, voilà, la Pologne est toujours dans un processus de transformation de son matériel et d'adaptation de son matériel. Mais aussi d'une façon très simple. La langue avant, c'était le russe. La langue de communication, je dirais la langue usuelle dans le bloc. Là, ça devient l'anglais au sein de l'OTAN, beaucoup plus que le français d'ailleurs. Donc il y a aussi ça qu'il faut, il y a de nouvelles normes comme ça à prendre. Et concernant les États-Unis, en fait, pour la Pologne, le déclic selon lequel les États-Unis sont une puissance importante pour l'Europe vient en fait des négociations sur la réunification allemande. Ça se passe pas extrêmement bien. Le gouvernement allemand à l'époque du chancelier Kohl, n'est pas extrêmement clair sur le fait qu'il va reconnaître vraiment la ligne Oder-Neisse, qui est donc cette frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et donc à ce moment-là, c'est l'administration américaine, l'administration Bush en fait, qui fait pression sur le gouvernement allemand pour que le gouvernement reconnaisse cette ligne Oder-Neisse. Parce que sans la reconnaissance de cette ligne, la situation sécuritaire de la Pologne n'aurait jamais été assurée en fait. Et donc Varsovie prend conscience que les États-Unis restent un acteur important de la sécurité européenne. Et c'est reconfirmé après avec un épisode qu'on a tendance à oublier, mais qui sont les guerres d'ex-Yougoslavie, où les pays d'Europe centrale ont l'impression que les Européens de l'Ouest ne sont pas impliqués dans ces guerres, se disent que finalement, il peut y avoir des Européens de deuxième catégorie pour lesquels il n'est pas nécessaire de se battre. Et là encore, l'intervention américaine, pour eux, est vue de façon salutaire. Et donc, ça se crée vraiment dans les années 90 et ensuite, ça s'amplifie. La Pologne participe effectivement aux opérations en Irak et en Afghanistan parce que pour elle, c'est un moyen de montrer à l'allié américain qu'elle est fiable et que si elle peut aller sur des théâtres extérieurs, eh bien, les Américains, d'une certaine façon, pourront aussi assurer sa sécurité en Europe. Donc voilà, c'est une sorte de donnant-donnant un peu. Et donc, c'est cette dynamique qui se poursuit. Et on a un renforcement qui s'opère jusqu'à très récemment durant le premier mandat de Donald Trump en 2019, quand c'était donc le gouvernement nationaliste conservateur PiS qui était au pouvoir, puisqu'on a la signature d'un accord de coopération de défense entre la Pologne et les États-Unis qui conduisent à la mise en place d'un QG avancé d'une armée américaine dans l'ouest de la Pologne. Donc voilà, ça continue, ça s'amplifie. La présence américaine actuellement, c'est 10 000 soldats en Pologne, avec donc, ils sont présents à Poznan, mais ils sont aussi présents dans un cadre OTAN, parce qu'ils sont nation cadre de la présence avancée renforcée. On a eu ouverture aussi à l'automne dernier d'une base antimissile à Redzikowo, dans le nord de la Pologne, qui est donc une base américaine. Et ce que vous rappelez aussi dans l'étude, c'est que du temps du pacte de Varsovie et sur la fin de la guerre froide, il y avait 50 000 soldats soviétiques qui étaient stationnés en Pologne et donc il a fallu les évacuer progressivement. Et par ailleurs, peut-être qu'il pourrait être intéressant que vous expliquiez un peu mieux le processus d'extension vers l'Est de l'OTAN, puisqu'il y a eu toute cette polémique ces dernières années avec notamment les discours russes sur ce sujet, le fameux Not One Inch. Mais là, il me semble lire entre les lignes qu'il y a eu une forte demande d'OTAN en Pologne. Oui, oui, il y a eu une demande d'OTAN et initialement, c'était l'OTAN qui était assez frileuse, en fait. L'OTAN, au début des années 90, n'envisage pas vraiment son extension et propose plutôt des accords de partenariat. Et en fait, pour les pays d'Europe centrale qui sont candidats, bon, il y a aussi les Baltes qui sont candidats, en fait, les partenariats, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. L'article 5 ne s'applique pas à des partenaires. Donc pour eux, c'était vraiment pas envisageable. Et puis ils estimaient que les partenariats de l'OTAN n'offraient rien d'intéressant parce qu'ils avaient déjà participé, par exemple, à des missions de l'ONU, des choses comme ça. Ils estimaient que voilà, les partenariats de l'OTAN n'apportaient rien de plus d'un point de vue pratique en fait, et d'un point de vue expérience. Et du côté de l'OTAN, en fait, l'OTAN n'a jamais promis qu'elle s'élargirait ou qu'elle ne s'élargirait pas, en fait. L'élargissement, c'est une procédure interne qui se décide par les États membres à l'unanimité. Et ce qu'on a pu entendre récemment, notamment au début de la guerre en Ukraine, c'était que l'OTAN aurait rompu une promesse en s'élargissant. Il n'y a jamais eu de promesse. Ce qu'il y a eu, et ça c'est documenté maintenant par des archives, c'est qu'il y a eu des discussions entre le secrétaire d'État américain avec son homologue allemand. Il y a eu aussi des discussions avec Mikhail Gorbatchev, qui était donc premier secrétaire du PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique. Et ces discussions, on pouvait porter sur la réunification allemande, sur des choses comme ça, mais il n'y a jamais eu d'engagement de quiconque que l'OTAN s'élargirait ou pas. Et pour finir, une discussion bilatérale entre leaders n'engage absolument pas l'OTAN, puisque les décisions de l'OTAN sont prises par ses chefs d'État et de gouvernement, et dans le cas de l'élargissement, l'unanimité.
Est-ce que le fait de se placer sous le parapluie de l'OTAN et sous le parapluie américain indirectement était quelque chose vraiment qui était du ressort d'une stratégie pour les Polonais? Ils avaient conscience qu'ils créaient des dépendances aussi ou pas? C'était dans l'attente de monter en puissance ou comment on peut interpréter ça? Bah, c'était dans l'attente qu'en fait, ils sont restés du mauvais côté du mur après 45. Ils se sont retrouvés du mauvais côté du mur. Ils ont été, je dirais, abandonnés, hein, parce que c'est ça qu'on peut entendre aussi dans les discours, abandonnés de l'autre côté et que donc il fallait qu'ils reviennent vers l'Europe. Il fallait qu'ils reviennent vers l'Europe, qui est entendue comme un espace politique, civilisationnel, culturel et donc pour eux, l'entrée dans l'OTAN allait de pair d'ailleurs avec l'entrée dans l'Union européenne. Il s'avère que l'OTAN, ça a été plus rapide, plus facile, 99, l'Union européenne, c'est 2004, mais pour eux, il fallait les 2 en fait, parce que c'est ce qu'ils estiment comme étant leur espace, en fait, civilisationnel, culturel, politique, en fait et dont ils ont été injustement séparés et d'ailleurs, durant toutes les années 90, vous avez beaucoup de discours aussi sur la dette morale que les occidentaux, ont, vis-à-vis de l'Europe centrale et orientale pour les avoir abandonnés et ça, c'était, très présent, dans les discours que pouvaient avoir les leaders polonais, tchèques, à l'égard, par exemple, des leaders américains aussi et ça avait une résonance particulière parce que la secrétaire d'État à l'époque aux États-Unis, c'était Madeleine Albright, qui était d'origine justement, tchèque et dont la famille avait fui en fait, la Tchécoslovaquie, au moment de la montée, du communisme. Donc c'était pour ces acteurs-là aussi, ça résonnait d'une façon un peu personnelle et particulière. Et il y a quelques échos dans tout ce que vous venez de décrire avec le discours ukrainien d'aujourd'hui. Et venons-en justement à cette période plus récente. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a constitué clairement un choc pour les Polonais. Et le mois suivant, en mars 2022, a été adopté un texte très important par le Parlement polonais à la quasi-unanimité qui s'appelle la loi sur la défense de la nation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce texte? Alors brièvement, en fait, la loi sur la défense de la nation, les prémices, sont à rechercher à l'automne 2021, au moment où en fait Poutine commence à parler de lignes rouges concernant les élargissements de l'OTAN, concernant la mise en place de matériel ou pas sur les pays, sur les nouveaux, soi-disant nouveaux membres, mais qui sont nouveaux membres depuis 25 ans et donc la loi effectivement est votée très rapidement avec un consensus transpartisan. Donc c'est au moins 3 du PIB, au moins 250 000 hommes dans l'armée et ce que je trouve 3% du PIB consacré à la à la défense. défense. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça va de pair avec un ensemble de programmes de sensibilisation et de formation aux questions de défense. C'est-à-dire que c'est pas juste du capacitaire, mais c'est aussi, finalement éduquer la population aux questions de défense. Donc on a des programmes qui vont de quelques jours à quelques semaines où la population apprend les rudiments de la défense passive, qu'est-ce que c'est une alarme, quelle attitude à avoir en cas d'alerte, comment on fait un garrot, voilà, vraiment ce genre de choses et il y a un partenariat d'ailleurs aussi entre le ministère, de la Défense nationale et le ministère de l'Éducation nationale pour avoir ce programme-là aussi, eh bien, dans les écoles et il y a plus de 35 000 enfants, en fait, qui ont déjà été formés, enfin enfants, c'est pas, 5-6 ans évidemment, mais qui ont déjà été formés, à ces rudiments, de défense passive. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que les 2 vont de pair et d'une certaine façon, il y a un peu l'exemple finlandais là aussi. Léo, vous voulez compléter? D'un point de vue très capacitaire, en fait, on a l'idée que la Pologne, qui restait un pays qui faisait partie des frugaux en Europe, va investir massivement dans sa défense, et va surtout investir par la dette. Parce que le plafond des 3% investi dans la défense, c'est un budget militaire, mais qui est aussi secondé par un budget exceptionnel qui, lui, va être financé par la dette pour financer des achats d'armement qui vont être massifs. Tout le monde se souvient, au printemps 2022, des annonces polonaises qui disent qu'ils allaient acheter 1000 chars auprès des Coréens, plus de 600 pièces d'artillerie, des centaines de lance-roquettes, et des annonces qui se poursuivent encore aujourd'hui. Jusqu'à l'automne dernier, il y avait encore de grosses annonces, notamment une centaine d'hélicoptères de combat dernier modèle. Ça, c'est une accélération considérable d'un processus de modernisation qui était très lent, en fait, qui existait, mais qui était très lent, faute de moyens et peut-être de volonté politique avant la guerre. La guerre, en fait, a lancé un besoin politique réel de la part de la population de se sentir mieux protégée, d'être mieux protégée, et aussi un besoin militaire, puisque la Pologne a été un des acteurs majeurs de l'aide à l'Ukraine dès les premiers jours, avec des envois massifs de blindés, d'artillerie et de chars pour soutenir l'Ukraine, qui a créé un vide qui doit être comblé par des achats très rapides, ce qui explique aussi certains choix qui ont été faits quant aux fournisseurs. En l'état, il faut bien comprendre que si les objectifs polonais d'acquisition sont respectés, d'ici 2035, la Pologne, première armée d'Europe, ce sera plus une question. En termes d'armée de terre et de capacité aéroterrestre, l'armée polonaise fera
entre x2 et x6 sur les parcs des armées les plus importantes en Europe. Donc on est sur l'émergence d'un acteur potentiellement incontournable dans le domaine de l'architecture de défense européenne, avec laquelle c'est les voisins, notamment ceux d'Europe de l'Ouest, qui, s'ils ont augmenté leur effort de défense, restent quand même assez loin derrière en termes de capacité face à la haute intensité, qui donnera à la Pologne un poids assez important, y compris d'attractivité par rapport à ses voisins plus petits. On va revenir sur ces aspects-là, mais j'aimerais quand même insister un peu sur cette loi sur la défense de la nation, parce que dans le fond, comment est-ce qu'il faut la comprendre, cette loi? Est-ce que c'est la Pologne qui se prépare à la guerre, ou est-ce que c'est la Pologne qui se donne les moyens d'être suffisamment dissuasive pour ne pas avoir à faire la guerre, ou est-ce que c'est autre chose? Et je mets ça en résonance avec un précédent épisode de ce podcast avec Didier Holleaux sur le gaz, qui avait expliqué comment en fait la Pologne avait anticipé ce qui allait se passer en termes de sécurité énergétique, avait fait des investissements importants. Et alors en termes d'ailleurs de durée d'investissement, c'est intéressant parce que les investissements dans l'énergie sont peut-être pas aussi longs que dans le domaine de la défense, mais enfin ça prend quand même du temps. Et le fait est qu'ils avaient anticipé. Alors voilà, comment est-ce qu'on comprend cette loi sur la défense de la nation? La réponse la plus simple, c'est la Pologne se donne les moyens de ne pas être la prochaine Ukraine, de ne pas être surprise, de pouvoir, en se basant beaucoup sur les retours d'expérience de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, se donner les moyens de repousser les Russes, de les empêcher de prendre du territoire. Et ça s'accompagne d'ailleurs d'une évolution très similaire dans la doctrine, qui est qu'avant la guerre, la Pologne estimait que si elle était attaquée, elle se défendrait en reculant pour laisser du temps en fait aux forces de l'OTAN de monter en ligne. Là, avec la guerre en Ukraine et surtout la découverte de ce qui s'est passé notamment à Boutcha, donc des massacres de la part de l'armée russe sur des populations civiles, l'idée est de passer à une défense fixe, ferme de la frontière. Les Russes ne doivent pas entrer en Pologne et ça influe sur ce qui est acheté. La Pologne se dote de capacités d'artillerie courte et longue portée qui sont sans égales, parce que l'idée c'est de pouvoir en fait affaiblir les colonnes russes si jamais elles s'approchent de la frontière pour limiter la casse sur la frontière. Oui, Amélie? Et justement pour rebondir et compléter ce que vient de dire Léo, la frontière est rendue hermétique aussi. Parce que, vous avez un projet qui s'appelle le bouclier Est, qui a été lancé en mai 2024 et qui vise en fait à fortifier tout simplement la frontière. C'est-à-dire avec des hérissons, des dents de dragon, des champs de mines, des fossés anti-chars, dans des régions qui sont très particulières, parce que c'est la région notamment de la forêt primaire de Białowieża, qui est la seule forêt primaire d'Europe. C'est des régions de marécages, des régions, de forêts humides, donc un environnement très particulier. Et donc voilà, on a vraiment la volonté en fait d'interdire l'entrée. Donc on est vraiment, comme le dit Léo, dans un changement total de doctrine. Et ce que je voudrais revenir aussi concernant la loi sur la défense de la nation, c'est qu'on a un consensus qui est transpartisan. Et ça, dans le paysage politique polonais, c'est quand même aussi assez inédit, parce que les deux frères ennemis de la politique polonaise, que sont la plateforme civique PO et Droit Justice PiS, ils ne s'entendent normalement sur rien. Et là, on a vraiment un consensus transpartisan, on a une quasi-unanimité sur le vote, on a eu un vrai travail parlementaire en commission, avec des visions différentes qui ont été échangées. Et ça, c'est un exercice qui est aussi extrêmement salutaire, parce qu'on a eu un vrai débat sur les questions de sécurité et de défense, un vrai débat démocratique. Et donc, ça, c'est aussi finalement un bon indicateur de la vitalité aussi de la démocratie polonaise. Ils s'entendent sûrement sur l'analyse des menaces et sur le fait que la Russie est une menace existentielle pour le pays. Complètement. Oui, Léo? Et aussi sur le fait qu'un acteur politique qui déciderait de dire non, nous allons réduire la voilure sur les dépenses de défense, risquerait en fait la défaite aux élections d'après, puisque en fait, la sécurité est devenue un enjeu politique qui est tel que les gens votent pour ces enjeux-là. Maintenant, juste encore un tout petit complément pour expliquer quelque chose sur les effectifs. Pour une armée de ce niveau d'ambition-là, il faut du monde. Comme Amélie l'a dit, c'est assez difficile au vu des dynamiques démographiques. Mais là, l'objectif polonais, c'est d'avoir 300 000 militaires. Attention, ce chiffre il doit être expliqué parce qu'il a l'air énorme comme ça, sachant qu'en France, on a aujourd'hui 200 000 militaires professionnels. C'est pas 300 000 militaires à plein temps. C'est 200 à 250 000 militaires professionnels, ce qui serait déjà énorme pour un pays qui est 20% moins peuplé que le nôtre, mais aussi 50 000 territoriaux, on va dire, qui sont des gens qui sont des volontaires, qui se forment un week-end par mois. Ça va être des réservistes qui ont fait le service militaire volontaire, puisqu'il n'y a pas pour le moment de volonté de rétablir le service militaire qui a été aboli en 2010. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette espèce de force composite qui se base aussi sur des forces qui défendent leur maison, en fait, leur foyer, comme on a pu le voir en Ukraine, puisque la force territoriale ukrainienne, qui est d'ailleurs basée sur le modèle polonais, de manière intéressante, a été un élément décisif dans empêcher les Russes de prendre la capitale, tout simplement. On va peut-être entrer dans le détail là, de cette ambition de devenir en 2035 la première armée d'Europe.
Alors vous nous expliquez qu'il y a la problématique du volume, en particulier pour l'armée de terre, ce qui est une difficulté démographique, mais il y a également des ambitions de massification et de modernisation, non seulement de l'armée de terre, mais aussi de l'armée de l'air et de la marine. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail? Alors, ce n'est pas un podcast spécialisé sur les questions de défense et il ne s'agit pas d'assommer les auditeurs avec des chiffres, mais je trouve que les graphiques, notamment qui sont dans l'étude et qui sont disponibles donc sur le site de l'IFRI, sont très parlants. On voit vraiment cet objectif de massification et de modernisation et je pense quand même que quelques chiffres pourraient être parlants. En fait, ce qui était intéressant, c'était surtout de comparer les ambitions polonaises par rapport aux ambitions des deux autres gros poids lourds de la défense de l'Union européenne, que sont la France et l'Allemagne. Si les objectifs polonais sont remplis à 100%, on serait donc sur une Pologne qui aurait jusqu'à 1600 chars. Pour comparer, l'Allemagne a à peu près 300 chars, la France en a théoriquement 200. Donc on est vraiment sur ce rapport de 1 à 5 qui est très visible. C'est aussi visible sur l'artillerie, qui est un domaine qui a été relativement laissé de côté en Allemagne et en France en termes de volume, puisqu'on aurait une armée polonaise qui aurait 1100 pièces d'artillerie. C'est littéralement 11 fois le volume de enfin 10 fois, on va dire, le volume de l'armée française qui, en 2035, doit avoir 110 pièces. Pas plus, pas moins. Et ce constat-là, il se retrouve sur tous les domaines terrestres, puisque en termes, par exemple, de blindés d'infanterie, qui sont donc des gros blindés de combat à chenilles, déjà, chose que la France n'a plus, puisque la France n'a plus que des véhicules à roues, mais même en comparant ces deux choses-là, la France en aurait entre 500 et 600, en comptant tout, là où la Pologne en veut pour le moment 1600 et pourrait en 1700 et pourrait en acquérir davantage. Et là où le constat est particulièrement critique, et on voit l'influence des des retours d'expérience d'Ukraine pour l'armée polonaise a très bien perçu l'importance des lance-roquettes longue portée qui ont été livrées à l'Ukraine. L'Ukraine en a 30, ils ont été absolument indispensables pour disrupter l'effort offensif russe et notamment reprendre des régions entières comme Kharkiv et Kherson. Ça, la Pologne, qui avait déjà un arsenal relativement conséquent d'une soixantaine de pièces, à la fois de courte et longue portée, voudrait porter cet effort à jusqu'à plus de 800 pièces, là où en France aujourd'hui, pour vous dire, il nous en reste entre 4 et 6. Et l'objectif 2035, c'est d'en avoir 24 à 26. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur qui sont totalement différents, mais qui sont cohérents dans l'approche doctrinale et stratégique polonaise par rapport à la Russie. Sachant qu'il y a aussi des choses qui se voient moins, mais qui sont aussi très importantes. L'armée de terre polonaise, par exemple, a le système de reconnaissance et de communication dronisé le plus avancé d'Europe. Là où en France, ça s'est beaucoup développé depuis 3 ans, mais on reste encore assez en retard, surtout quand on regarde ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une Pologne qui, telle que vous le présentez, devient surarmée par rapport au reste du continent? C'est peut-être un peu caricatural de le dire comme ça, mais est-ce que ça veut dire que les autres vont miser sur la Pologne pour se défendre ou est-ce que ça va être une incitation pour les autres à faire encore plus? Comment vous interprétez ça? Ça va être plusieurs choses. D'abord, ça va faire en sorte que la Pologne puisse être un fournisseur, entre guillemets, un fournisseur de force. Quand vous allez en combat, en coalition, vous avez forcément des acteurs qui sont moins bien dotés que d'autres et qui vont donc avoir besoin d'avoir du soutien. Les petites armées d'Europe centrale et d'Europe de l'Est vont avoir besoin de ce système-là, de munitions, d'artillerie, pour compléter en fait leurs effectifs, que la Pologne sera en mesure de fournir. Ce qui lui donnera les moyens de peser plus dans la négociation. La Pologne pourra dire « je vous fournis telle et telle capacité, soit en vous prêtant le matériel, soit carrément en mettant à vos dispositions des unités de mon armée. Mais en échange, c'est moi qui dirige l'opération, c'est moi qui donne le tempo et les grandes orientations, ce qui est un poids énorme. Ce que malheureusement, d'autres acteurs aujourd'hui en Europe ne peuvent pas y prétendre, parce qu'ils n'ont plus forcément l'épaisseur nécessaire. Donc ça peut devenir cette espèce d'aimant à bonne volonté, entre guillemets, mais ça, plus largement, en fait, l'objectif polonais à moyen terme, tel qu'il nous l'a été expliqué quand on est allé à Varsovie, c'est que les Polonais veulent éviter que ne se reproduise jamais ce qu'ils appellent un Minsk 3, donc par rapport aux accords de Minsk 2, où la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord entre eux pour régler, très grossièrement, la question ukrainienne. Accord qui n'a pas fonctionné, et la Pologne estime que elle a été complètement flouée puisqu'elle n'a pas pu prendre part à ces questions-là. La Pologne se dit qu'en se dotant d'une armée aussi conséquente et incontournable en Europe, il n'y aura pas de Minsk 3 parce que les prochains accords, elle devra y siéger parce qu'on ne pourra pas se passer de son avis tout simplement. Amélie, vous vouliez intervenir? Je voudrais juste dire que, petite anecdote, mais quand on a fait donc notre enquête de terrain avec Léo à Varsovie cet automne et que donc on leur disait: «Waouh, c'est quand même des chiffres qui sont assez extraordinaires», on a eu aussi des réactions qui nous disaient: «Mais vous savez, la Pologne, ça a toujours été une armée de chars, donc 1000 tanks en soi,
c'est pas exceptionnel. Et donc c'était quand même des réactions qui peuvent surprendre, mais qui pour eux, c'était pas en tout cas le chiffre des tanks n'était pas pour eux un chiffre si exceptionnel que ça. Je pense aussi que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Pologne, n'est donc pas un pays doté, elle n'a pas l'arme nucléaire et que donc, pour elle, eh bien, il faut assurer la dissuasion de façon conventionnelle et c'est pour ça aussi qu'on a cette masse-là, parce que c'est cette masse-là qui permet d'avoir justement cette dissuasion conventionnelle. Et dernier point, tout le matériel qui est acheté n'est pas un matériel qui est forcément extrêmement, hem, d'une technologie hyper avancée ou tout ça et je pense aussi que ce qui distingue ce réarmement, mais peut-être que Léo pourra dire plus, là-dessus, c'est le high-low mix, en fait. C'est qu'on a à la fois des capacités qui sont un peu basiques et à la fois du très technologique comme les F-35 américains, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est ça aussi qui distingue ce réarmement, c'est qu'on a une panel, en fait, de capacités, qui permettent aussi, d'avoir des actions différentes. Et ça, c'est sans doute aussi une des leçons de la guerre en Ukraine. Mais quand même, au total, ça a un coût important, qui va bien au-delà des 3% du PIB, probablement. Donc là, il y a quand même un risque, parce que la croissance est forte, comme vous l'avez dit, mais ça ne va peut-être pas durer. Le coût, il est élevé, tellement élevé qu'en fait, il est très difficile à chiffrer, tout simplement. Maintenant, il va être étalé sur toute la décennie. Le plan polonais est à assez long terme, hein. Là, en gros, l'idée, c'est de compenser tout ce qui a été donné à l'Ukraine, de finir de moderniser l'armée, avec des systèmes qu'on va appeler des gap fillers, donc, et qui vont combler en fait le fossé. Dans un deuxième temps, on va recevoir du matériel qui va être plus standardisé pour les besoins polonais, donc on va avoir des chars qui s'appellent des chars PL, pour dire qu'ils ont été vraiment calqués sur les besoins polonais. Et à plus long terme, d'ici 2040, la Pologne veut capitaliser sur l'expérience qu'elle aura acquis en termes industriels pour développer ses propres systèmes. Donc tout ça fait quand même partie d'un plan à assez long terme. Maintenant, en termes de financement, il y a cette montée à 4% maintenant du PIB investi dans la défense, et peut-être 5 à partir de l'année prochaine. C'est un projet, une idée qui est à court en Pologne. C'est aussi financé par ce fonds spécial dont on a déjà parlé, financé par la dette, qui permet en fait d'éponger une partie des dépenses. Il faut aussi savoir que ça a été négocié pour être évidemment payé sur le temps long, mais aussi il y aura un retour de l'investissement polonais sous forme de compensation industrielle, donc de production sur place, de transfert de technologies qui ont une valeur intrinsèque qui est assez forte, surtout dans un pays fortement industrialisé comme la Pologne, et que, in fine, la Pologne va devenir en fait un producteur important d'armement en Europe, ce qui va être intéressant. Il faut aussi voir que ce qui est très intéressant dans le cas polonais, c'est que quand on dit 4 à 5% du PIB dans la défense, et que le PIB augmente de 5 à 7% tous les ans, c'est d'autant plus intéressant. Maintenant, nuance. Première chose, là on parle en chiffre absolu. C'est si la Pologne remplit 100% de ses objectifs. Elle sera la première armée d'Europe. Ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue des capacités dont on a parlé, même si elle n'en remplit que soit 50%, ce sera déjà la première armée d'Europe, tellement l'investissement est grand. Donc ils n'ont pas besoin de faire tout ce qu'ils ont dit pour être déjà des poids lourds sur le plan européen. Maintenant, il y a aussi une autre remarque qui doit être faite, c'est que cet effort, il est très aéroterrestre. Il va concerner des avions de combat, des hélicoptères de combat, des véhicules de combat. La marine est un peu laissée de côté, parce que la Pologne ne se considère pas comme une nation de marins, que de toute façon la Baltique, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, est devenue un lac de l'OTAN, donc la menace est plus limitée, et qui se donne les moyens par contre au besoin de raser Kaliningrad, qui est la menace navale principale en fait dans ces eaux-là, si le besoin s'en fait sentir. Donc il faut avoir ces nuances-là en tête, mais en l'état, on a quand même un investissement qui est très important, qui va être échelonné, et qui va de toute façon, encore une fois, même s'il n'est pas rempli à 100%, restera très important. Oui, Amélie? Oui, et concernant cet aspect industriel, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que la Pologne a une loi très particulière concernant justement les transferts de technologie et tout ça. À la fin des années 90, ils ont passé une loi disant que pour les contrats d'armement au-delà de 5 millions d'euros, en fait, il doit y avoir du transfert. Et en fait, c'est un montant qui est extrêmement faible. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils peuvent en fait monter en gamme par la vente, avec ce type de contrat. Et ce qui était intéressant, c'est que donc, il y a des contrats qui ont été faits avec les États-Unis, d'autres qui sont faits avec les Coréens. Et pour avoir discuté aussi avec des Coréens qui travaillent sur ces sujets-là, certains disaient qu'en fait, que ces contrats ne sont pas avantageux en fait pour la Corée parce qu'elle va perdre en fait un client à moyen terme. Parce que justement, vu que la loi polonaise oblige à des transferts de technologie, en fait, eh bien, ça ne fait pas un client nécessairement à long terme pour les pays fournisseurs actuels. Et il peut y avoir justement cette montée en gamme de l'industrie polonaise qui peut en faire un compétiteur au niveau européen.
Alors, en attendant cette montée en gamme, il y a quand même eu beaucoup de critiques d'alliés sur ces achats aux États-Unis et en Corée, en disant qu'il est quand même paradoxal de parler de renforcement de la souveraineté européenne, voire de l'autonomie stratégique européenne, tout en allant acheter du matériel en dehors de l'Union. Comment vous réagissez par rapport à ces critiques? Pour le coup, le calcul polonais, il est très simple. Comme on a dit, ils ont donné une partie de leur matériel aux Ukrainiens, ils avaient un gap capacitaire, ils se sentaient menacés à très court terme par l'expansionnisme russe, donc ils ont regardé sur le marché qui peut fournir, un, en masse, deux, très vite. Prenons les items dont on a parlé. Production de chars de combat en Europe, on est à 50 unités par an au début de la guerre. Et on a un peu augmenté depuis, mais pas de beaucoup. Donc pour acheter 1000 chars à ce rythme-là, il y en a pour quand même quelques années. Production d'artillerie chenillée, c'est simple, les Polonais étaient les seuls à en produire. Donc pas besoin de recours à l'industrie européenne. Pour les lance-roquettes, personne n'en produisait en Europe, même pas eux. Et pour les blindés d'infanterie, globalement, ils avaient déjà leur propre solution. Ce qu'il faut voir, c'est que d'abord, l'industrie polonaise a été privilégiée, puisque la Pologne a une industrie de défense qui est pas autonome, mais assez capable de fournir certaines choses. Et ensuite, il a fallu voir qui pouvait fournir rapidement, pas trop cher, avec des constructions industrielles et en très grande quantité. Il n'y a quasiment aucun produit en Europe qui corresponde à cette définition. Ça n'a pas empêché pourtant la Pologne aussi d'acheter en Europe. La Pologne achète à la Suède des navires. La Pologne achète à la Grande-Bretagne des frégates. La Pologne pourrait acheter à la France, je dis bien, à la France des sous-marins. France qui lui a vendu des satellites et du matériel de franchissement. Donc la Pologne n'achète pas rien en Europe. Elle achète aussi selon ses besoins. Et ses besoins, c'est de la vitesse, de la masse et du transfert de technologie. 3 domaines sur lesquels l'industrie de défense européenne d'avant-guerre ou de 2022 ne pouvait pas répondre. Alors, je vous pose une question qui n'est pas dans votre étude, donc peut-être que ça va vous prendre de court, on verra, mais si on est russe et qu'on voit ce développement rapide et massif de l'armée polonaise, des armées polonaises, comment est-ce qu'on réagit? Vous nous expliquez quand même que ça prend un peu de temps. C'est en 2035 que ce pays sera première armée d'Europe, ou pourrait l'être en tout cas. Est-ce que les Russes pourraient se dire qu'il y a une opportunité de faire quelque chose avant 2035 et qu'après il sera trop tard? Bah, en fait, les Polonais envisagent, une attaque possible avant 2030, en fait. Donc pour eux, l'attaque, c'est possible à environ 4 ou 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence, un besoin de se réarmer maintenant. Ils n'envisagent pas une attaque avant, avant 4 ou 5 ans, donc fin des années 2020, parce qu'ils estiment que les Russes ne seront pas en mesure de les attaquer. Heu, Ils voient les difficultés qu'a eu l'armée russe en Ukraine quand même. On se rappelle qu'au début de la guerre, Kiev devait être pris en 3 jours, hein. Donc ils voient que cette armée a quand même des difficultés face à une armée ukrainienne qui était quand même beaucoup moins, équipée que pourrait l'être l'armée polonaise. Donc ils se disent qu'ils ont là quelques années en fait pour à la fois se réarmer et pour donc protéger leurs frontières, puisque le projet de bouclier Est, il est censé arriver à être finalisé vers 2027-2028. Et puis, il y a aussi un effort qui est fait et une demande qui est faite en fait par les Polonais que les autres Européens investissent aussi dans la défense. La Pologne fait partie des pays qui, au sein de l'OTAN, militent pour le 3% minimum dans la défense. La présidence polonaise de l'UE, qui est en cours actuellement, elle est sous le signe de la sécurité, donc pour inciter aussi tous les partenaires européens à dépenser dans leur défense. Sécurité dans tous les domaines, hein, énergétique, alimentaire, pharmaceutique, enfin vraiment. Et faire comprendre en fait aux Européens qu'il y a un sentiment d'urgence. Et d'ailleurs, la Pologne milite au sein de l'Union européenne pour que les dépenses de défense soient retirées du calcul du déficit, un point qui pourrait d'ailleurs aussi intéresser la France. Donc voilà, il y a un effort aussi pour essayer de convaincre les partenaires à faire de même, pour justement pas être dépourvus au cas où cette attaque aurait lieu. Maintenant, du point de vue russe, en fait, un des éléments majeurs de la guerre en Ukraine actuellement, c'est que la Russie a, on va dire, consommé son pain blanc, au sens où les stocks militaires immenses qui avaient été hérités de la guerre froide et de l'Empire soviétique ont été très largement consommés et détruits dans la guerre en cours. Il faut comprendre que, quand bien même la Russie s'est mise en état d'économie de guerre, il y a dans les plateformes assez peu de matériel vraiment neuf qui sort des usines. Une grosse partie encore, entre la moitié et les 2 tiers, c'est du matériel ancien qui a été modernisé pour être envoyé au front. Donc cette capacité à endurer un conflit de haute intensité majeur, la Russie pour le moment ne l'a plus et je pense qu'au vu des dynamiques actuelles, il lui sera difficile de le récupérer d'ici 5 à 10 ans. Donc je pense pas que la Russie aura cette opportunité d'attaquer la Pologne, d'autant que, la guerre en Ukraine n'est à l'heure actuelle pas terminée et qu'elle lui a quand même coûté très cher en hommes et en matériel. Et c'est que là, on fait face à une armée polonaise qui, comme on l'a dit tout à l'heure, cherchait la vitesse
dans les livraisons. Il faut bien comprendre qu'en l'état, en 3 ans, la Pologne a déjà reçu, par exemple, 90 lance-roquettes. Rappelons que l'objectif français de 2035, c'est 26. Donc on est sur une capacité polonaise à se défendre qui augmente vite, parce que les Coréens livrent vite, et qu'eux-mêmes mettent à jour leur industrie de défense pour permettre de répondre aux enjeux d'un conflit à haute intensité. Pour terminer, parlons un peu des relations franco-polonaises, puisqu'un nouveau traité devrait être signé en 2025, on ne sait pas quand exactement, en tout cas après les élections qui doivent avoir lieu en Pologne au printemps. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel traité dans le domaine de la défense, qui est le vôtre, mais peut-être aussi au-delà? Alors, je dirais que déjà, au-delà du traité en lui-même, ce qui serait intéressant, c'est que ça permette en fait une meilleure compréhension des enjeux de sécurité du flanc Est en France. Parce que pendant très longtemps, la Pologne a été vue comme le pays russophobe, comme une sorte de Cassandre qui annonce uniquement des mauvaises nouvelles, qui complique la relation de l'UE avec la Russie, alors que la Pologne subit quand même des intimidations de la part de la Russie depuis largement plus d'une décennie. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 2010, il y avait des exercices russes qui simulaient des attaques nucléaires sur Varsovie, par exemple, hein. Donc voilà, peut-être une meilleure compréhension des enjeux de cette zone et une meilleure compréhension en fait de l'histoire de ce pays qui a été en fait occupé, hein, par l'Union soviétique, qui a ensuite été forcé à être dans le bloc et qui donc n'envisage pas nécessairement la Russie comme un libérateur de la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme ça pouvait être le cas en Occident. Donc je pense que ça serait déjà une très bonne chose si ce traité pouvait permettre de changer un peu les perceptions sur les besoins sécuritaires du flanc Est, en fait. Pour revenir un petit peu, en fait, il faut comprendre que les relations franco-polonaises étaient assez limitées jusqu'aux les années 2015, qu'il y a eu ensuite un incident diplomatique où en fait la Pologne a annulé un contrat d'achat d'hélicoptères à la France qui a quasiment tout coupé en fait. C'était l'époque où le PiS était au pouvoir. Le PiS était perçu comme un parti europhobe, eurosceptique, avec lequel on ne pouvait pas travailler. C'est l'affaire des Caracal. Voilà. Exactement. Donc même après 2022, les relations étaient très compliquées. 2023, la défaite du PiS aux élections et le retour de la PO aux affaires a permis cette reprise, et c'est à ce moment-là que l'idée d'un nouveau traité a été envisagée. Il faut bien comprendre que là, on en est encore à dépasser le traumatisme de l'affaire des Caracal, qui est, quand on a fait nos entretiens de recherche avec l'industrie notamment française, le mot revenait souvent. On sent que c'est encore très prégnant. Il faut que ce traité soit l'occasion de comprendre que cette époque-là, elle est révolue, que peut-être les torts étaient aussi à partager, à voir, mais qu'il y a un besoin d'aller de l'avant, et que de toute façon, puisque la France fait son propre pivot européen et de réengagement sur le flanc Est, on ne peut pas se passer d'une relation forte avec la Pologne, qui se veut comme un acteur indispensable dans cette stratégie. La France a des relations privilégiées en ce moment avec la Roumanie et l'Estonie, et elle a des troupes sur place dans le cadre de l'OTAN. Ces pays-là sont des pays qui sont tout à fait pertinents, mais qui n'auront à terme pas les mêmes possibilités militaires que la Pologne. Maintenant, ça peut être une relation gagnant-gagnant qui peut être intéressante. La Pologne peut compter par exemple sur l'expérience opérationnelle de la France, ses capacités d'entraînement pour accélérer, renforcer sa propre montée en puissance en termes de formation de troupes. De son côté, la France trouvera dans la Pologne un acteur qui a des capacités dont la France soit a peu, soit n'a pas. À savoir, la France peut notamment apprendre beaucoup de choses en termes d'emploi des drones, intégrés au sein de l'armée. Donc ça peut vraiment être une relation gagnant-gagnant à tous les points de vue, sur lequel il faudra faire un effort de part et d'autre, de compréhension, de mise en relation des bons échelons avec les bons échelons, mais qui peut s'avérer très productif dans le cadre, de toute façon, de ce que les Polonais appellent le pilier européen de l'OTAN, parce que les Polonais ne veulent plus entendre parler, pour le dire simplement, de du concept français d'autonomie stratégique qui, selon eux, a vécu après 2022 et le peu de capacité de la France en fait à s'engager pour l'Ukraine. Amélie, le mot de la fin pour vous? Oui, bah, justement, je voudrais juste rebondir sur ce que Léo vient de dire concernant l'autonomie stratégique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, même chez les plus européens des Polonais, n'est plus du tout une idée qui fait recette. Aussi parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris ce que signifiait l'autonomie stratégique européenne. Et ce qu'on nous a dit aussi lors de nos entretiens, c'est que du point de vue de la France, en fait, aussi, et si on peut parler d'autonomie stratégique, une clarification concernant l'usage de l'arme nucléaire serait bienvenue. Et notamment, est-ce que, pour remplacer peut-être le parapluie américain, si un jour il fait défaut, est-ce que l'arme a vocation à couvrir l'Europe de Brest à Varsovie ou pas?
Et ça, justement, c'est une question qui revenait souvent, justement, quand on parle de cette autonomie stratégique européenne en Pologne. C'est une question qu'on avait esquissée avec Héloïse Fayet dans un précédent épisode du Monde selon l'IFRI. Nous n'allons pas rouvrir ce dossier tout de suite, mais peut-être dans un futur épisode. En tout cas, Amélie Zima et Léo Peria-Peigné, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire l'étude dont nous venons de parler longuement, qui est disponible gratuitement sur le site de l'IFRI. Et par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.